Bonjour tout le monde, bienvenue dans le webinaire Développement des communautés, Action collective et COVID-19 présenté par l'OVSS Communagir en partenariat avec le collectif des partenaires en développement des communautés. Pendant qu'on laisse là, les personnes arriver, si jamais soit vous n'entendez pas le son, vous ne voyez pas bien la caméra ou si vous ne voyez pas actuellement à votre écran ma présentation PowerPoint, vous pouvez écrire dans le chat. Je vous rappelle que quand on est en formule webinaire comme ça, ni votre caméra ni votre micro sont activés. Donc, vous pouvez utiliser le clavardage pour poser des questions tout au long de la présentation. Si vous voulez que les autres participants puissent voir ce que vous écrivez, assurez-vous de choisir d'envoyer ça à tous les panélistes et tous les participants et non pas seulement à moi. Donc, je vous invite tout au long de la présentation d'écrire vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit. Donc, voilà, on va commencer tout de suite. Donc, normalement, à ce moment-ci, vous devriez voir dans mon écran votre PowerPoint. Encore une fois, si ce n'est pas le cas pour vous, je vous invite à m'écrire dans le clavardage. Allons-y. Donc, en introduction, voilà. Il y a eu un contexte, évidemment, de crise socio-sanitaire qu'on connaît tous. Puis dans ce contexte-là, l'OVSS et le collectif des partenaires en développement des communautés ont voulu documenter les transformations vécues sur le terrain en raison de cette crise-là en regard du développement des communautés et de l'action collective. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va expliquer certaines petites choses. Donc, tout d'abord, l'OVSS, c'est un projet partenarial qui vise à produire des contenus, faire de la mobilisation de connaissances dans le champ du développement des communautés, dans le but de documenter des transformations qui sont vécues sur le terrain ou de mettre de l'avant des apprentissages face à des enjeux qui sont importants dans le champ du développement des communautés. Donc, c'est un projet qui est partenarial parce qu'il y a plusieurs réseaux partenaires nationaux qui sont impliqués au sein de l'OVSS. Puis c'est piloté par une organisation qui s'appelle Communagir. Communagir, c'est une organisation en développement collectif qui a comme deux volets à sa mission. Donc, qui fait des accompagnements terrain de démarches collectives, puis aussi qui fait du soutien à l'action collective à travers des contenus, des projets partenariaux comme l'OVSS, qui contribuent au paysage du développement collectif de cette façon-là. L'OVSS, c'est un projet qui est arrimé fortement au collectif des partenaires en développement des communautés. Le collectif des partenaires, que pendant la présentation, je vais le plus souvent appeler le collectif, c'est un regroupement, un réseau de partenaires nationaux, d'organisations de citoyens, bailleurs de fonds, organes de recherche, qui sont concernés par le développement des communautés, puis qui se réunissent pour assurer le soutien au développement des communautés sur les territoires par des espaces d'échange, à l'occasion des prises de position collectives, des espaces de réflexion, des projets communs. Donc, c'est un réseau d'autres réseaux, le plus souvent de regroupements et d'organismes de la philanthropie, etc. Puis donc, qu'est-ce que le développement des communautés dans tout ça? La définition que nous, on retient du développement des communautés, c'est celle qui est portée par le collectif des partenaires et d'autres. C'est un développement qui vise à agir sur toutes les dimensions du territoire. Donc, c'est vraiment une approche territoriale du développement en opposition à une approche, par exemple, sectorielle ou segmentée. Ça repose sur le travail collectif, l'action collective, souvent à travers la concertation, puis ça vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, il y a des principes qu'on retrouve au sein du développement des communautés, comme la concertation, comme l'empowerment, l'idée que les acteurs qui sont sur les territoires sont ceux qui possèdent le pouvoir d'agir sur leur situation, puis de faire le développement de leur territoire. Donc, ça, c'est des principes qui sont au cœur du développement des communautés tels que nous, on l'entend, puis le collectif des partenaires l'entend, puis c'est ce qui nous a guidés dans le cadre de cette recherche-là. Donc, on voit que ce qui nous intéresse, l'action collective, le développement des communautés, c'est quelque chose qui implique de se rassembler, c'est quelque chose qui demande souvent du temps pour la mobilisation, c'est quelque chose qui repose sur la participation des individus, des organisations concernées d'un territoire. Donc, on voit facilement comment est-ce que ça peut avoir été ébranlé, touché par la crise de la COVID-19.
Donc, ce qu'on a décidé de faire, étant donné que notre mission, c'est de documenter les enjeux de transformation, on a décidé de faire une collecte en 3 volets. Le premier volet qui, à cette étape-ci de la collecte, a été notre volet principal, c'est de partir des membres du collectif des partenaires, puis d'utiliser, dans le fond, ce qu'eux faisaient déjà pour documenter les effets de cette crise-là sur leurs membres, sur leur territoire. Donc, des gens qui font partie de des réseaux comme le RQDS, la TNCDC, il y a des espaces, évidemment, pour que les membres puissent échanger, s'informer les uns les autres sur la situation, parler des enjeux qui sont vécus. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre la main sur ces documents internes-là, ces comptes rendus de rencontres, les infolettres internes, etc., puis de les analyser pour voir quels enjeux transversaux se dégageaient de ça. Pour ceux qui avaient envie d'aller un peu plus loin, on a aussi publié un genre de guide de collecte avec une animation que les gens pouvaient réaliser pour pouvoir discuter avec leurs membres, soit au sein de leur territoire, soit au sein de leurs réseaux nationaux, par exemple, ou de leur table de concertation, puis échanger sur les enjeux qui vivent en temps de pandémie. Puis on a finalement, pour les gens qui pouvaient faire aucune de ces 2 choses-là, on avait soit un questionnaire en ligne que les gens pouvaient utiliser pour pouvoir livrer leurs observations, où Nadia Cardin, à la coordination du collectif, a aussi fait des entretiens téléphoniques avec certains acteurs. Donc, pour la première étape de cette collecte-là, c'était une collecte qui était volontaire. Donc, on dépendait de la volonté et de la capacité des organisations, des réseaux et des regroupements de nous partager ce que eux avaient. Donc, ça implique quelques précautions dans, après ça, l'analyse, la façon dont on regarde les résultats. La première chose, c'est que les espaces qu'on a observés, par nature, sont axés sur les obstacles et les difficultés. Quand les gens sont dans des questions de crise, de pandémie, ont 2 ou 3 heures pour échanger avec d'autres personnes dans leur situation, évidemment, ils vont beaucoup plus échanger sur la question des enjeux, des obstacles, des difficultés. Ce n'est pas comme la concertation en temps normal où on échange aussi là, sur ce qui se passe de normal dans nos vies. Donc, c'est sûr que ça nous donne un portrait qui est beaucoup axé sur ces choses-là. Donc, proportionnellement, dans notre collecte, on dirait qu'on a eu plus accès à ces choses-là que, par exemple, à du partage de pratiques inspirantes. Les acteurs, les actrices du développement des communautés, il y en a qui sont absents de cette collecte-là, soit parce que leur réseau n'a pas pu participer à la collecte à ce moment-là. Donc, il y a tous des pans, des secteurs du développement des communautés qui font pas partie de cette collecte-là pour l'instant. Donc, ça donne une vue qui est partielle. Par contre, ce qu'on est en train de présenter aujourd'hui, c'est un volet préliminaire. À l'automne, on va élargir la collecte. Donc, à ce moment-là, on va faire une collecte qui est beaucoup plus volontaire, ciblée. Donc, on va aller beaucoup plus vers les milieux avec des outils adaptés à différents types d'acteurs. Cette fois-là, on va avoir vraiment le souci d'avoir une vue complète. Donc là, c'est sûr que ce qu'on trouvait important pour l'instant, c'est d'être capable de faire une première analyse, même si ça repose sur des données qui ne présentent pas l'ensemble du territoire. Fait que je dirais que la bonne posture pour aborder les données qu'on vous présente aujourd'hui, c'est que ce qui est dans le document est vrai. Donc, forcément, si c'est dans le document, c'est qu'on l'a trouvé dans les données, mais il y a aussi des choses qu'on n'a pas trouvées dans les données. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en train de se passer sur le terrain. C'est seulement qu'on n'y a pas eu accès à travers nos données. Notamment, il nous manque des données, par exemple, du réseau de la santé des services sociaux, les organisateurs et organisatrices communautaires. On a aussi peu de données sur les structures régionales comparativement aux structures locales. Donc, ça donne une couleur un peu plus locale à l'analyse qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour la méthodologie. Donc, on a recueilli tout ça jusqu'au 5 juin. Donc, on parle à peu près des 2 premiers mois là, de la pandémie. Puis, on était déjà sur la pente là, du déconfinement. Donc, c'est la période qui est concernée par l'analyse qu'on vous présente aujourd'hui. Allons-y. Donc, premièrement, on va vous présenter quelques conclusions sur ce qu'on a appelé le contexte des organisations. Parce qu'évidemment, quand on parle de développement des communautés puis d'action collective, on s'intéresse aux espaces où les gens peuvent travailler ensemble, comme des espaces de concertation, des espaces de partenariat. Mais il reste que les gens qui participent à ces espaces-là, à ces tables de concertation-là, c'est des organisations eux-mêmes, des membres individuels, des citoyens. Donc, on est allé voir un petit peu leur situation. Donc,
quand la pandémie est arrivée, le contexte général qu'on a vu, puis là, il y a plusieurs analyses qui vont en ce sens-là, qui sont disponibles là, sur nos pages Facebook, notre site Internet. Mais ce que ça a révélé, c'est que devant une crise comme ça qui crée de l'instabilité, il y a des pans de la population qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. Donc, oui, c'était une crise de santé publique, la pandémie, mais le confinement, les pauses au niveau du travail, les pertes d'emploi, les fermetures de garderies, l'obligation du télétravail, les problèmes dans le transport, ça a révélé qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus vulnérables face à ces changements-là que d'autres. Et on s'est vite rendu compte que c'est pas tout le monde qui est égaux devant cette crise-là. Donc, rapidement, ça l'a mis à l'avant-plan des problèmes sociaux. Des problèmes sociaux que, par ailleurs, des organisations puis des concertations, des problèmes auxquels ils s'attaquent depuis des années. Mais c'est évident que la crise est venue mettre vraiment à l'avant-plan des enjeux de sécurité alimentaire, itinérance, santé mentale, isolement, la situation des personnes aînées, etc. Donc, rapidement, ce qui est devenu important puis vital, c'est d'assurer une réponse à cette crise socio-sanitaire-là, puis assurer l'accès aux services et aux ressources pour les personnes vulnérables ou les personnes nouvellement vulnérables aussi en temps de crise. Donc, dans cette réponse-là, aux populations en général, puis aux personnes vulnérables en particulier, c'est évident qu'il y avait des acteurs qui avaient des rôles centraux, comme les municipalités qui ont des responsabilités en termes de loisirs, d'espaces publics, le réseau de la santé, évidemment, avec ses responsabilités en termes autant de soutien psychosocial que de soins de santé, mais il y avait aussi la question des organismes communautaires qui ont joué un rôle central dans la réponse à cette crise socio-sanitaire-là. Donc, le soutien offert par les organismes communautaires est devenu important dans le grand champ du développement des communautés. Et soutenir les organismes dans leur réponse à la crise est devenu important pour les concertations. Donc, les organismes communautaires ont joué un rôle central dans le grand champ du développement des communautés en temps de crise et de pandémie. Deuxième constat, évidemment, le travail quotidien des acteurs et actrices du développement des communautés a été extrêmement difficile. C'est un champ qui, de base, repose sur la capacité des gens à se rassembler et à travailler ensemble. Donc, ça a nécessité des grands ajustements pour être capable de conserver ça. Mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'on était tous tout à coup 8 heures par jour sur Zoom à essayer de trouver là, une webcam dans les fins fonds du dernier magasin qu'il y en avait avec nos enfants qui n'allaient plus à la garderie. Là, même au-delà de ça, il y a fait cette dimension-là qui semble nouvelle pour plusieurs intervenants collectifs, c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils cherchent à soutenir les gens, puis agir, puis continuer leur rôle d'action collective, ils sont quand même eux-mêmes partie prenante de cette crise-là. Donc, souvent, par exemple, quand tu es un animateur d'une table de lutte contre la pauvreté, c'est rare que tu sois toi-même à ce moment-là de ta vie en situation de pauvreté. Donc, tu n'es pas une partie à ce moment-là intégrante de la problématique sur laquelle tu es en train d'agir. Là, même si on n'était pas tous égaux devant la crise, on était tous quand même partie prenante de cette crise-là, puis on continuait quand même à essayer d'offrir ce travail-là d'intervention collective. Donc, ça a créé des très grands enjeux auprès des professionnels du développement des communautés. Troisième constat, la gestion des mesures et des programmes de soutien a occupé une très grande place dans les activités des organisations. Donc, au point d'altérer, d'un côté, le temps disponible pour offrir des services, dans le cas des organismes communautaires, par exemple, mais évidemment, ça a altéré la capacité à participer à des organes de consultation. Donc, naviguer tous les programmes de soutien aux organismes communautaires qui descendent parfois parmi ceux qui sont qui bénéficient déjà du PSE, parfois passent par la Croix-Rouge, parfois passent par Centraide, d'autres se passent au fédéral, certains au provincial, des fois tu es éligible à certaines choses, des fois d'autres non. Là, il faut que tu jongles le PACME, puis les subventions salariales, puis bon. Donc, il y avait plein de programmes, de mesures, de soutien d'urgence dont le but était que les organisations puissent continuer à fonctionner, mais avoir accès à ça, démêler ça, remplir les demandes
continuer, dans certains cas, les redditions de comptes régulières de bailleurs de fonds, même s'il y en a qui ont permis que ce soit reporté. Donc, tout ça occupait dans le travail quotidien des organisations une très grande place. Un autre constat, c'est que la situation a évolué et changé rapidement. Donc, les nouvelles consignes de santé publique sont arrivées les unes après les autres au début. Après ça, on a eu tout un volet où là, il y avait des nouvelles mesures de soutien, des nouveaux programmes qui étaient annoncés quotidiennement. Parfois annoncés en conférence de presse, mais en ne sachant pas trop comment ça allait se déployer sur les territoires. Donc, les gens étaient souvent en attente d'avoir plus de détails sur leurs organes régionaux, territoriaux, pour savoir comment tout ça allait se passer. Puis, au fur et à mesure qu'on commençait à s'habituer à ça tranquillement, mais là, on était déjà dans gérer le déconfinement. Dans le cas d'organismes communautaires, par exemple, recommencer à redonner des services aux populations, devoir acheter de l'équipement de protection, comprendre comment est-ce qu'il faut mettre en place des conditions de travail pour les employés. Donc, tout ça, c'est des changements énormes, c'est des pertes de repères, c'est des repères qu'on a à construire puis comprendre en temps réel, puis ça s'est passé très, très rapidement. Ça a eu comme effet notamment que les acteurs et actrices de développement des communautés se sont plus que jamais sentis dépendants de la circulation de l'information. Donc, toute cette nouvelle information-là, ces nouvelles connaissances-là, les annonces qui sont faites dans les ministères, avec après ça, l'opérationnalisation dépend. Toute cette circulation de l'information-là, les acteurs et les actrices de développement des communautés ont eu de la difficulté à s'y retrouver, puis on se sont sentis dépendants de certains organes ou certaines structures dont c'était le rôle de faire descendre l'information dans les territoires. Ils se sont sentis dépendants envers eux pour comprendre comment les choses se passaient puis comment les choses allaient se passer. Donc ça, c'est le contexte. Donc, quand on essaie de comprendre le développement des communautés puis l'action collective, donc, est-ce que les gens sont encore capables de se réunir ensemble pour travailler au développement de leur territoire, travailler à une réponse concertée à cette crise-là? On trouvait ça important de comprendre d'abord comment tous ces acteurs-là arrivent autour de la table maintenant virtuelle. Puis ce que la collecte a révélé jusqu'à maintenant, c'est notamment ces éléments-là. Donc, avant qu'on passe à la question de la concertation, mobilisation, action collective, est-ce qu'il y avait des questions que vous voulez mettre dans le chat sur la question du contexte des organisations ou des organismes eux-mêmes? Pendant que vous réfléchissez à ça et que vous essayez de trouver comment ouvrir le chat et écrire les questions s'il y en a, je vous invite à regarder, à aller visiter notamment le site de la TNCDC, puis du CSMO-ESAC, qui sont deux organisations qui ont beaucoup travaillé cette question-là de la situation des organismes, les programmes de soutien, mesures d'urgence. Puis il y a notamment la création d'un observatoire un observatoire des effets de la crise sur les organismes communautaires, si je me rappelle bien, qui va pouvoir documenter dans les prochains mois, plus spécifiquement dans la question des organismes communautaires, quels ont été les effets de cette pandémie-là. Donc, pour répondre à Vicky dans le chat, vous avez accès à cette documentation-là. À la fin de la présentation, je vais vous montrer le lien. On a lancé un document là, de 8 ou 9 pages qui résume, dans le fond, qui détaille plutôt la présentation que je fais aujourd'hui, qui est accessible sur le site de l'opération Veille soutien stratégique. Je pense que ma collègue s'apprête à vous coller le lien dans le clavardage pour ceux qui sont intéressés. Donc, passons maintenant à la question de la concertation, de la mobilisation puis l'action collective. Le premier grand constat qu'on a pu tirer avec la documentation qui nous a été accessible, c'est que la situation d'un territoire à l'autre change énormément. Énormément. On le sait que depuis des années, c'est déjà un enjeu, la question de l'équité entre les territoires du Québec. Puis là, la crise est venue remettre ça en relief. Les territoires du Québec n'ont pas tous réagi de la même façon face à la crise, n'ont pas eu à gérer les mêmes situations. Puis quand on parle précisément de la question de l'action collective et du développement des communautés, les choses ont varié énormément d'un territoire à l'autre. Donc, on a vu 3 facteurs principaux dans la documentation qu'on a eue qui peuvent mettre en lumière un peu pourquoi est-ce que les choses se passent si différemment. Le premier grand constat, c'est que dans la plupart des territoires, la crise est venue amplifier la situation qui existait déjà. Donc, des territoires qui avaient des habitudes de concertation, où les canaux de communication entre les différents acteurs étaient déjà là.
où il y avait une confiance qui était bâtie entre les acteurs, par exemple entre les municipalités, le réseau de la santé, les concertations de développement social, les organismes communautaires. Donc, quand ces gens-là étaient habitués à communiquer ensemble, à travailler ensemble, se faisaient confiance, avaient des structures de concertation dans lesquelles ils croyaient, puis qui avaient prouvé leur utilité, évidemment, dans ces territoires-là, le réflexe de s'unir, de communiquer puis d'agir ensemble pour répondre à la crise a été plus facile que dans les territoires où soit ces choses-là n'existaient pas ou même mais là, les territoires où il y avait des expériences négatives liées à la concertation ou des tensions entre certains groupes d'acteurs, c'est encore plus difficile après ça d'offrir une réponse concertée à la crise. Donc, ce qu'on voit dans la plupart des territoires, c'est que c'est venu amplifier la situation qui était déjà là. La situation des structures de concertation, donc la mobilisation au sein de structures de concertation, varie beaucoup selon leur distance réelle ou perçue à l'action directe auprès des populations. Donc, ce qu'on disait au début, c'est que quand on a vu toutes ces populations-là, toutes ces personnes vulnérables-là qui avaient un besoin urgent de services, de soutien, bien, les organismes communautaires ont été centrales dans la réponse à la crise parce que c'est eux qui sont en contact avec ces populations-là beaucoup. Donc, le rôle des concertations qui était, par exemple, qui avait déjà un lien fort avec le milieu communautaire ou le milieu de la santé dans sa propre offre de réponse, ou dans le milieu des municipalités. Donc, tout ce qui était proche des gens, qui étaient proches de l'action, semble avoir eu plus de facilité à se mettre en action que les gens qui se sentaient loin de l'action directe ou du soutien à ceux qui sont dans l'action directe. Ici, on ne parle pas d'une question d'échelle territoriale. C'est pas si c'est local, c'est proche, ça s'est mis en action, si c'est régional, c'est loin, ça s'est pas mis en action. Ça varie beaucoup d'un territoire à l'autre en fonction des habitudes de concertation au niveau régional et local. Mais les structures de concertation qui étaient les plus proches de l'action directe ou les plus proches du soutien à ceux qui étaient dans l'action directe, ont été celles qui ont eu le plus de facilité dans ce que nous, on a vu, à se mettre en marche. C'est là où la mobilisation est restée la plus forte parce qu'ils ont semblé être peut-être les plus pertinents dans le contexte de la pandémie. Donc, ça veut dire qu'il y a des structures de concertation là où, par exemple, ça faisait déjà un petit bout de temps que les gens se demandaient à quoi est-ce que ça sert, cette concertation-là, etc. Mais là, évidemment, la mobilisation a été plus difficile encore là, dans le contexte de la pandémie. Puis, finalement, dans le 2 mois et demi, le 2 mois que nous, on a étudié, le Centre de l'action concertée a semblé situé autour de certaines organisations et institutions spécifiques. Donc, comme on le disait au début, il y a certains types d'organisations qui ont reçu des mandats dans le cadre de la pandémie. Donc, les municipalités, par exemple, à travers différents champs de compétences, par exemple, dans la question de l'itinérance ou le rôle qu'ils peuvent jouer dans les transports ou la sécurité alimentaire, le réseau de la santé et des services sociaux qui a évidemment été extrêmement mobilisé par la pandémie, ou les organismes communautaires dans leur offre de services de soutien aux populations, ont reçu des mandats de choses à mettre en place. Donc, on dirait que l'action concertée dans la plupart des territoires a eu tendance à se créer autour de ces gens-là, de ces organisations-là qui avaient des mandats spécifiques à mettre en œuvre dans le cadre de la crise. Ce qui veut dire que parfois, donc, ce qui veut dire que parfois, ça pouvait passer à travers des structures de concertation qui existaient déjà. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une municipalité où la ville faisait déjà partie d'une concertation en sécurité alimentaire, bien évidemment, elle a pu se reposer sur cette concertation existante-là pour préparer la réponse concertée à la crise. Mais dans les territoires où il existe une table en sécurité alimentaire, mais que là, à cause de la crise, les municipalités ont quelque chose à mettre en œuvre, mais ils ne font pas partie de cette concertation-là, le réflexe a été souvent, malheureusement, de créer une structure parallèle, étant donné que, mettons, la municipalité ne faisait pas partie de la concertation qui était déjà existante. Encore une fois, ça varie beaucoup d'un territoire à l'autre. Parfois, c'est des structures parallèles qui ont été créées pour répondre à la crise, puis parfois, on a pu profiter des concertations qui étaient déjà existantes. Ensuite, malgré tout le contexte défavorable à l'action collective,
elle a continué évidemment à exister. Dans sa forme peut-être la plus répandue, dans ce que nous on a vu, c'est qu'on a vu que dans plusieurs territoires, il y avait le désir d'offrir une réponse concertée à la pandémie, notamment à travers la création de cellules de crise locales, parfois régionales, sur des thématiques particulières ou auprès de populations particulières, pour être sûr que tous les gens qui ont des services ou du soutien à offrir, qui peuvent contribuer à la réponse concertée à la pandémie, puissent le faire. Donc, dans les thématiques qu'on a retrouvées le plus souvent dans ces cellules de crise-là, il y avait la question de la sécurité alimentaire en tête de liste, la question de l'itinérance, notamment dans toute la portion du confinement. Donc, on a eu à se demander, bien, qu'est-ce qu'on peut offrir à ces populations-là pour qu'elles aussi puissent être en sécurité. Il y a eu la question de l'isolement social, la santé mentale, violence familiale auprès notamment des femmes, des enfants. Puis il y a eu la question, évidemment, de tout ce qui concernait les aînés, puis le soutien aux familles au fur et à mesure là, que le confinement se poursuivait. Donc ça a été les thématiques le plus souvent occupées ces cellules de crise-là. Donc, c'est des concertations qui étaient vraiment axées sur l'action concrète, qui se rencontraient souvent, puis qui étaient vraiment dans l'idée de se mettre en action rapidement pour répondre aux besoins d'un territoire. Un autre constat qu'on peut faire sur la question de l'action collective ou de la mobilisation, c'est que, évidemment, le temps et les ressources disponibles pour participer à des organes de concertation variaient énormément d'un acteur à un autre. Donc, des organisations qui avaient à offrir beaucoup de soutien de services aux populations, en même temps qu'il y avait à démêler 45 demandes de soutien financier temporaire. Évidemment, ces organisations-là avaient beaucoup moins la capacité de participer à des organes de concertation versus d'autres organisations qui, eux, se demandaient un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce contexte-là, puis là, avaient du temps peut-être pour réfléchir à la suite des choses, puis commencer à préparer l'après. Donc, il y a même des gens dans les documents qui mentionnent l'apparition d'une concertation à 2 vitesses en fonction de ceux qui avaient l'énergie, l'espace mental, le temps disponible, les ressources pour participer aux concertations. Puis il y a même certains qui mentionnent qui ont des craintes que cette fracture-là perdure dans le temps. Donc, qu'après la pandémie, les gens qui ont été absents de la concertation pendant 6 mois aient de la difficulté à reprendre le train en marche ou même soient exclus de ces espaces-là. Finalement, un autre élément important qui a été bouleversé par la question du confinement, c'est la participation citoyenne. La participation citoyenne, c'est une partie prenante de plusieurs concertations, notamment, par exemple, des concertations comme les tables de quartier. La participation citoyenne était extrêmement difficile dans le contexte parce que les personnes, les citoyens et citoyennes, évidemment, étaient occupés à essayer de répondre à la crise pour eux-mêmes, leur famille étaient inquiets, stressés, mais aussi parce que la distance, l'impossibilité de se rencontrer avait un impact sur cette participation-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont peur parce que la participation citoyenne, pour plusieurs, c'est un type de mobilisation qui est plus difficile à garder vivante que quand c'est des professionnels qui sont payés là, pour assister à une table de concertation. Donc, il y a plusieurs personnes qui portent l'inquiétude déjà en général de la mobilisation citoyenne, puis comment la garder vivante, puis comment faciliter cette participation-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont peur que cette pause-là de participation citoyenne crée des effets durables sur la participation citoyenne à long terme, et que ça soit dur de remobiliser les citoyens et les citoyennes. Par contre, d'un autre côté, on voit quand même que quand il y a eu les appels au bénévolat, ou les appels même aux manifestations qu'on a vues dernièrement, par exemple, Mères au front, les manifestations pour les droits civiques, on voit quand même qu'il y a un élan de vouloir s'impliquer. À un point tel qu'il y a certains organismes qui ont eu de la difficulté à gérer l'offre de bénévolat qui est arrivée parce qu'eux-mêmes étaient évidemment en situation d'avoir à jongler plein de choses. Intégrer un bénévole, c'est pas quelque chose souvent qui se fait de soi-même. Là. Donc, l'aspect de la participation citoyenne et de l'engagement qu'est le bénévolat, notamment,
Lui a été vivant pendant la crise, mais c'était une ressource qui, pour plusieurs, était difficile à mettre à profit. Donc, continuons. Donc, malgré tout, même au-delà des cellules de crise, la concertation, l'action concertée s'est poursuivie dans plusieurs espaces. Donc, je vous ai listé ici les principaux rôles que la documentation révèle comme étant les rôles principaux qui ont été joués par des structures de concertation. Ici, on n'avait pas assez de données pour faire une distinction locale, régionale. De toute façon, le rôle que le local et le régional ont, leur dynamique entre eux change beaucoup d'un territoire à l'autre du Québec. Donc, les rôles qui sont là ont pu être joués par des paliers, à des paliers autant locaux, régionaux que nationaux, dépendamment là, du type d'acteur. Donc, un rôle que les concertations ont beaucoup joué, c'est assurer le repérage des besoins de la population, puis assurer une réponse. Il y a beaucoup de concertations que, par leur nature, sont très proches de leur population, donc étaient bien placées pour identifier les besoins de ces populations-là, puis assurer la réponse concertée à ces besoins-là. Beaucoup de concertations se sont mobilisées autour du soutien aux organismes communautaires, comme on en a parlé, pour assurer qu'eux puissent offrir le service, le soutien à la population. Assurer l'accès à l'information, ça aussi, on en a parlé, il y avait une très grande dépendance à l'information pour comprendre l'évolution de la situation, comprendre les programmes, les mesures, etc. Donc, c'est un rôle que plusieurs organes de concertation se sont donnés auprès de leurs membres ou de leur territoire. Offrir un soutien aux membres et des espaces d'échange. Donc, cet aspect-là que plusieurs concertations ont d'échange de pratiques, de communautés de pratiques, échange d'apprentissage, parler des enjeux partagés. Ça, c'est un rôle qui a été très actif pendant la pandémie parce qu'évidemment, tout le monde était en train de chercher un peu comment se positionner, comment apprendre, comment agir. Effectuer une veille des territoires, c'est quelque chose aussi que les concertations se sont données comme rôle, surveiller l'évolution des organismes, des populations, des différents enjeux sur leur territoire. Puis finalement, l'action collective, donc, c'est poursuivi sous différentes formes. Donc, on a déjà parlé des cellules de crise, on a parlé des concertations qui, dans certains cas, continuaient leurs activités d'une façon un peu modifiée. Il y a aussi des nouvelles formes. Nouvelle est peut-être un grand mot. Là. Il y a des formes d'action collective qui ont été beaucoup activées, notamment le partenariat plus direct. Donc, on parle de 3-4 types d'acteurs qui se mettent ensemble pour répondre à un besoin concret. Tu sais, l'espace d'un instant, là, des choses comme des groupes d'achat de matériel, de protection, des échanges de services entre différentes organisations, la mutualisation de certains biens nécessaires en contexte de pandémie. Donc, il y a eu beaucoup le développement là, de partenariats plus ponctuels, plus ciblés entre quelques organisations pour répondre à des enjeux particuliers. Ça vaut la peine de noter aussi quand même qu'à travers la documentation, il y a certaines personnes qui ont nommé des effets un peu positifs de cette crise-là sur l'action collective, notamment des choses qui avant étaient vues comme des barrières ou des obstacles à l'action collective. Là, tout d'un coup, devant l'urgence de la situation, les chemins étaient plus faciles, les barrières tombaient, ça mettait des gens en mouvement. Après ça, de savoir si tous ces effets-là de la crise vont perdurer, bien, ça, évidemment, c'est une autre question. On remarque aussi que les concertations et les organisations qui étaient plus loin de l'action directe ont eu plus de temps pendant la pandémie pour déjà réfléchir à l'après. L'après, ça peut vouloir dire une deuxième vague de contamination avec un reconfinement. Puis là, cette fois-ci, être prêt à répondre à cette question-là. Mais l'après, ça peut aussi vouloir dire comment est-ce qu'on profite de cette crise-là, de cette pandémie-là, pour, d'un côté, conserver nos acquis en termes d'action collective de développement des communautés, notamment quand on se dit, bon, ben, est-ce qu'on va rentrer dans une phase d'austérité des gouvernements qui va venir compromettre des financements qui sont essentiels pour nous? Est-ce qu'on va revenir à un modèle
c'est le développement social n'est pas très reconnu, mais comment dans un contexte comme ça qui peut être difficile, on peut assurer les acquis de l'action collective, mais comment on peut profiter du fait que les choses sont bouleversées puis chamboulées pour proposer des nouveaux modes de fonctionnement. Donc, on parle notamment de la question des solidarités, la question de la transition socio-écologique, etc. Donc, il y a déjà des concertations qui ont eu le temps pendant la pandémie, de commencer à réfléchir à ces questions-là. Et quand on parlait tout à l'heure d'une concertation à 2 vitesses, bien, le risque, c'est que les gens qui, pendant la pandémie, ont été beaucoup occupés à une réponse concrète, à des actions concrètes, à la situation qui est en train de se passer, qui ont été mobilisés dans juste savoir survivre en tant qu'organisation, peut-être n'ont pas fait partie de cette réflexion-là sur le modèle d'après. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait une reconnexion entre les forces vives des territoires. Donc, je vais passer à la question des prochaines étapes de collecte. Donc, c'est la conclusion de la présentation. Donc, si vous avez des questions sur ce dont on a discuté jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vais pouvoir prendre les questions après cette diapo-là. Ou si vous avez des questions aussi sur des choses dont je n'ai pas parlé, puis vous vous demandez si c'est apparu dans les documents, bien, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Donc, oups, excusez-moi, il y a un petit problème. Donc, comme je vous disais, l'analyse qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une analyse qui se fait à partir d'une vue partielle de la situation. C'est une veille qu'on a fait sur les changements alors qu'ils étaient en train de se produire. Donc, on surveillait un peu en temps réel comment est-ce que les choses étaient en train de se passer. Notre plan, c'est qu'à l'automne, on fasse une collecte plus élargie, qu'on fasse aussi une collecte sur comment est-ce que maintenant que le temps commence à passer, est-ce que les territoires sont en train de s'adapter, puis vers où est-ce que l'action collective puis le développement des communautés semblent se diriger pour les prochains mois. Donc, je vais quand même vous partager aujourd'hui un petit peu des questions qui nous animent, qu'on aimerait creuser cet automne. On voudrait aller creuser quels ont été les impacts de la pandémie sur certains thèmes et secteurs en particulier. Par exemple, la réussite éducative. Donc, on sait qu'il y a des organes de concertation en réussite éducative que sont les IRC. Il y a des comités locaux de réussite éducative dans plusieurs territoires. Il y a un réseau national. Puis, on sait aussi que l'école a été largement bouleversée par la pandémie. On sait que des facteurs socio-économiques des familles ont un grand rôle à jouer dans la réussite éducative. Donc, comment est-ce que cette situation-là est abordée par les acteurs de la réussite éducative, puis devant l'importance pour eux de se mobiliser pour répondre à cette situation-là qui est très problématique en termes de réussite éducative, quelle est leur capacité à continuer à se mobiliser et à agir en concertation ou en co-construction? Quelle est leur ouverture à le faire? Ça va être quelque chose qui va être intéressant à aller observer. Voir un peu la lutte contre la pauvreté. Donc, la pandémie est arrivée à peu près en plein milieu du déploiement des Alliances pour la solidarité dans les territoires du Québec. Donc, on sait que chaque région avait à se donner une concertation. Il existe plusieurs concertations locales. Plusieurs étaient en appel de projet. Certains ont maintenu les appels de projet de façon à pouvoir financer des projets qui viendraient indirectement soutenir les populations parce que le ministère a fait une déclaration disant bien qu'il ne fallait pas que ça serve à des projets qui sont que dédiés à la COVID. Donc, certains ont maintenu leur appel de projet, d'autres les ont repoussés pour laisser le temps aux organisations de travailler les projets là, devant ces bouleversements-là. Plusieurs étaient en train de mettre en place les structures d'inclusion des personnes en situation de pauvreté. Là, on sait que la participation citoyenne est difficile. Donc, quel effet de cette pandémie-là qui arrive en plein milieu d'un déploiement d'un plan qui a été très attendu par les milieux locaux régionaux à avoir? Quelle place du secteur de l'économie sociale? Parce que quand on parle de réfléchir à un modèle de société pour l'après-pandémie, c'est sûr que le secteur de l'économie sociale est très intéressé à prendre sa place dans la transition vers une société plus juste, plus équitable, avec la revalorisation de l'économie locale, des circuits courts de consommation qui a été de pair avec la pandémie. L'économie sociale est appelée à jouer un rôle là-dedans. Donc, quelle sera la situation des organisations, des entreprises d'économie sociale, des concertations d'économie sociale, ça nous semble très intéressant. La question plus large, la transition socio-écologique, qui évidemment est un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans les dernières années, puis que là, pour plusieurs, la pandémie peut
pourrait, parce qu'il y a certaines personnes qui sont de plus en plus pessimistes sur cette question-là, mais pourrait jouer un rôle comme étant le déclencheur d'une transition vers une société qui est plus durable, qui est dans une situation d'équilibre en termes de consommation, d'utilisation des ressources, qui est plus juste, etc. Donc, tout ça est à voir selon nous. On veut aller voir évidemment aussi la capacité des organisations à continuer à se mobiliser au sein, là, il y a une faute, c'est pas organisation, c'est concertation. Donc, l'action collective, le développement des communautés, ça passe par des espaces de travail collectif, que ça peut être des tables de concertation ou d'autres, mais il faut quand même cet espace de travail en commun-là. Donc, quelle capacité des organisations à participer? Notamment, par exemple, le réseau de la santé et des services sociaux, plus particulièrement les organisateurs et organisatrices communautaires. On sait que dans certains territoires, ils ont pu poursuivre le rôle essentiel qu'ils jouent dans la mobilisation des milieux, alors qu'ailleurs, ben, ils ont été réaffectés à d'autres tâches du réseau de la santé et des services sociaux. Quelle place des municipalités? Plusieurs se sont mises en action rapidement et de façon affirmative dans la réponse à la crise. Ils se sont entourés d'organisations et de concertation du terrain. Quel sera l'impact durable de ça? Quelle participation des municipalités dans les concertations, dans l'action collective développement des communautés dans le futur? Quelle place des acteurs en environnement? Si la transition socio-écologique prend encore plus de place, quels liens seront créés entre les acteurs en environnement et les acteurs plus traditionnels du développement des communautés, développement social, etc. Quelle place des acteurs en culture quand on parle d'un développement intégré qui prend en compte toutes les dimensions d'un territoire? Est-ce que les organisations en culture vont être disponibles à ce travail collectif-là, à cette concertation-là, sachant que c'est un secteur qui est extrêmement affecté par la crise en ce moment? On en a parlé. Quelle place de la participation citoyenne? Quel effet durable du confinement dans les prochains mois, dans les prochaines années? Comment peut se redéfinir cette participation citoyenne-là si la distanciation physique se maintient encore longtemps? Comment naviguer la participation citoyenne dans un contexte où plusieurs personnes se trouvent de plus en plus précaires? Donc, c'est toutes des questions qui vont nous intéresser cet automne. Qu'en est-il d'équité entre les territoires? Donc, on a déjà parlé qu'il y a des choses qui varient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un territoire à l'autre en fonction des habitudes de concertation, en fonction de l'ouverture de certains acteurs qui, là, ont un rôle central à jouer. Donc, leur ouverture à inclure des gens dans cette réponse-là, mais aussi bien concrètement, en fonction de l'activité économique, c'est pas tous les territoires qui s'en sortent de la même façon par rapport à la crise. Le nombre de cas puis l'impact de la pandémie n'est pas le même sur tous les territoires. L'impact de la distance géographique dans un contexte de pandémie où les gens ne peuvent pas se déplacer n'est pas le même d'un territoire à l'autre. Donc, quelle place de l'équité ou quel impact plutôt de la pandémie sur l'équité entre les territoires du Québec, que ce soit entre les régions, mais au sein même des régions aussi? Puis finalement, le rôle et l'impact des bailleurs de fonds. Donc, on a vu que plusieurs bailleurs de fonds ont pris des postures différentes durant la pandémie pour laisser respirer un peu, dans un premier temps, les gens qui étaient financés dans le cadre de leur programme, mais aussi pour dégager des fonds ou des nouveaux programmes pour répondre à l'adaptation à la crise. Donc, comment est-ce que ces rôles-là vont se décliner dans le futur? Mais aussi dans cette perspective d'équité-là, comment est-ce que la présence de certains bailleurs de fonds ou d'autres dans certains territoires peut venir influencer la capacité de ces territoires-là à s'organiser? Donc, par exemple, si on se dit que le gouvernement du Québec rentre dans une période d'austérité pour retrouver un équilibre budgétaire après les dépenses de la crise, est-ce que ça veut dire que là, les organisations qui sont principalement financées par les gouvernements perdent leur capacité d'action, alors que des organisations, des concertations qui sont financées par des fondations privées, eux, sont maintenues? Donc, quel genre d'inéquités peuvent apparaître dans le futur en lien avec les directions différentes que les bailleurs de fonds peuvent prendre pour répondre à cette crise-là? C'est quelque chose qui va nous intéresser aussi. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressés à l'automne, à garder les yeux ouverts, à aller sur la page de l'OVSS que je vais vous mettre ici. Il y a des façons pour vous de nous partager ce que vous voyez dans vos territoires en attendant que la collecte soit lancée.
Donc, et cet automne, on va poursuivre notre partenariat avec le collectif des partenaires en développement des communautés pour continuer la veille qu'on a commencé à faire, puis documenter les enjeux de transformation. Puis évidemment, l'OVSS étant un projet partenarial, on va aussi s'associer avec toutes les autres organisations qui essaient de faire ce genre de veille-là. Soit s'associer pour les inclure dans nos résultats ou s'assurer d'être complémentaires dans la veille qu'on fait là, face à ce qui se produit déjà. Donc, je vous mets le lien à l'écran pour le module complet sur la veille qu'on a fait de l'action collective de développement des communautés au temps de la COVID-19. Donc, vous pouvez aller à ce lien-là pour voir les outils de collecte que vous pouvez utiliser dans vos territoires si vous voulez animer des discussions dans vos organisations, dans vos espaces de concertation. Vous pouvez voir les résultats de l'analyse qu'on a déjà fait. Il y a un questionnaire que vous pouvez aller remplir si vous voulez juste partager vos observations sur ce qui s'est passé. Puis, il y a nos adresses courriels si vous voulez nous envoyer différents documents pour être inclus dans la collecte. Donc, c'est ce qui conclut la présentation qu'on peut vous faire à ce moment-ci. Je vous invite, là, si vous avez des questions, à les écrire dans le panel. Donc, pour l'instant, je vois que pendant que je parlais, Nathalie a précisé, c'est vrai, la question de l'accès à des ordinateurs, réseau Internet, ça a mobilisé du temps. Tout le monde a eu à s'équiper à la maison pour être capable à la fois de travailler, de scolariser ses enfants dans certains cas. On sait aussi que la fracture numérique, c'est quelque chose de réel en fonction de la situation géographique, mais aussi en fonction d'un tapon de choses, comme ne serait-ce que la capacité à rester assis devant son ordinateur puis comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, c'est sûr que toute cette adaptation-là, ça a eu tellement d'impact. Oui, Véronique, c'est très intéressant comme commentaire. C'est sûr que nous, dans le cadre de notre mission, on ne regarde pas spécifiquement la question de l'impact de la pandémie sur les populations elles-mêmes. C'est quelque chose que d'autres personnes font, puis qu'on va définitivement pouvoir rediriger vers ça, mais c'est sûr que déjà des analyses préliminaires, notamment par le collectif pour un Québec sans pauvreté ou l'Observatoire des tout-petits, là, pour nommer les deux qui me viennent en tête, ont déjà commencé à documenter l'impact de la pandémie, de l'isolement des enfants, des familles, sur des thématiques comme la violence qui est faite envers les enfants, maltraitance, négligence, etc. Le collectif en pauvreté s'est attardé à la question de l'impact de cette crise-là sur les personnes qui sont vulnérables. Le regroupement des tables de concertation de femmes de la Ville de Québec, je pense, a aussi mis en lumière des impacts spécifiques de la pandémie sur les femmes vulnérables. C'est vrai que la question de l'immigration aussi, c'est quelque chose qui est revenu à l'avant-plan et qui va changer beaucoup dans les prochains mois. Donc, il y aurait peut-être cette thématique-là pour lesquelles, vite comme ça, je n'ai pas de référence à vous donner, mais que je pourrais définitivement creuser. Puis, de façon générale, la question aussi de l'état de la santé psychosociale, physique des gens qui sont actuellement en différents types de rôle d'intervention, que ce soit en intervention individuelle ou en intervention collective. C'est aussi quelque chose qui va être très important à surveiller dans les prochains mois parce que c'est une crise très intense qu'on est en train de vivre. Ça prend une dimension particulière pour les gens qui continuent à agir sur le terrain, qui commencent à être de plus en plus épuisés, perdus. Il y en a qui commencent à être un peu désabusés face à ce qui est en train de se passer. Donc, l'état, la santé mentale de nos intervenants, intervenantes, de nos travailleurs essentiels, des gens du réseau de la santé et des services sociaux, des organismes communautaires, ça va être toutes des choses qui vont être très, très importantes à continuer de documenter. Donc, Virginie nous partage dans le chat pour ceux qui sont intéressés l'Observatoire des inégalités. Donc, il y a 2 références là aussi sur différentes choses. Je sais que l'IRIS aussi a commencé à documenter l'impact de certaines mesures ou à analyser l'impact attendu de certaines mesures sur la société. Jessica, oui, les gens commencent déjà
à se préparer pour la deuxième vague. Donc, je dirais que ce que je vois jusqu'à maintenant dans les documents, c'est que cette crainte-là d'une deuxième vague semble plus réelle dans le secteur du développement des communautés qu'elle a l'air de l'être dans la population, parce qu'on sait que, des fois, dans la population en général, les gens ont adopté un peu le discours qu'on en est sorti finalement de cette chose-là, qu'on est en train de s'en diriger, alors que de ce que j'ai vu dans la documentation, les gens sont beaucoup plus prudents par rapport à ça dans le champ du développement des communautés. Donc, la question de comment continuer à offrir les services, le soutien à la population dans un cas de deuxième vague, comment assurer le maintien en emploi des équipes. Parce que là, avoir des subventions réduites ou des services réduits, avoir des pertes financières pendant 2 mois, c'est quelque chose que certaines organisations peuvent absorber, mais pendant 6 mois, ça commence déjà à être plus difficile. Fait que, il y a une étude sur l'impact sur les organismes communautaires montre que de mémoire, presque 50% des gens, des organisations anticipent que si ça se poursuit, il va falloir qu'ils envisagent des mises à pied. Donc, se préparer en termes de l'équipe, de la survie de l'organisation, à un reconfinement, c'est quelque chose qui occupe beaucoup les organismes, selon ce que j'ai commencé à voir. Oui, c'est vrai que les chiffres sur la question des coupures de services et les mises à pied, tout ce qu'on voit sur la situation des organisations, là, il y a 2 études qui sont parues sur cette question-là, montrent vraiment que les organismes communautaires et les organisations sans but lucratif entrevoient que ça a déjà un impact négatif, puis ça peut avoir un impact encore plus négatif si ça se poursuit. Donc, la question du maintien en emploi et du soutien aux employés est une question inquiétante pour la suite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires dans le chat? Donc, je vous rappelle là, que le lien est là pour ceux qui voudraient aller lire des détails. Puis, je vous invite à consulter aussi les références que les gens ont mis dans le chat. Puis, à surveiller tout ce qui va bouger dans les prochains mois. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'atteler à documenter certains aspects spécifiques de cette crise-là sur les aînés, sur les personnes en situation de pauvreté, sur les organismes communautaires, les organisations, différents secteurs de l'économie, les acteurs culturels, les acteurs en environnement. Il y a des observatoires qui s'attaquent à la question de comment ça l'affecte certains territoires, notamment l'Observatoire estrien qui va faire ça pour la question de l'Estrie. Donc, il y a beaucoup de projets de veille qui sont en train de se mettre en place que je vous invite à surveiller, que nous, on va repartager cet automne quand on va partager notre propre veille, puis on va avoir le souci, évidemment, d'être complémentaire à ça. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu nous écouter en ce 23 juin, juste avant les vacances. Je sais que ça laisse un peu sur sa fin pour la suite des choses. Donc, je vous invite à garder l'œil ouvert dans les prochains mois. Puis, je souhaite à tout le monde le plus bel été possible dans les circonstances. Puis, on se revoit cet automne. Merci beaucoup.